Gilbert Collard, bonjour. Oui, bonjour. Alors, l'actualité de cette semaine... Donc non, excusez-moi de vous interrompre, mais oui. Je trouve vraiment que vous avez une drôle de tête. Ah, bon, vous m'inquiétez un peu, là. Vous avez une tête de procureur. Ah. Oui, bah, je sais pas vous le dire, mais vous aussi. Ah, bah, au demeurant, on a tous des tronches de procureurs, hein, puisque M. Macron prétend qu'il y a en France 66 millions de procureurs. Et moi, comme disait Dutron à une époque en parlant des Chinois, je crois. Hein. C'est effectivement ce qu'a déclaré notre président. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette sortie? D'abord, je trouve que c'est pas très aimable pour les procureurs, parce que, en voulant identifier les 66 millions de Français à des procureurs, il n'a pas voulu être aimable. Il a voulu, avec l'environnement sémantique, hein, de trac, je crois, dont il a parlé, hein, il a voulu identifier les Français à une activité pas très disons valorisante. Alors j'espère que les procureurs ne se laisseront pas faire et qu'ils élèveront une protestation, parce que c'est quand même pas très aimable de les traiter ainsi. Que dire quand on entend dans un cadre scientifique un président de la République en herbe dire de telles choses? On pourrait, dans une période où tout le monde se fait piquer, dire qu'il a eu un moment où il a été piqué, mais ça va au-delà, parce que c'est quand même pas raisonnable de sa part. Bon, c'est un peu infantile, on a l'impression qu'on est dans une crise narcissique d'originalité juvénile. Comment oser dire à toute une population qui souffre, qui est dans l'incertitude, quelle est une population de procureurs, parce que certains, pas tous en plus, hein, critiquent une politique, pas un savoir, pas une science, pas la recherche comme il essaye de le faire croire, mais une politique. Est-ce que je suis un procureur quand je rappelle que on a tardé d'abord à décréter l'existence de la pandémie? C'est vrai que sa politique elle est critiquable. Bon, ensuite, est-ce que je suis un procureur quand je dis que Madame Buzyn au début parlait de grippette? Non. Est-ce que je suis un procureur quand je dis qu'on nous demandait de ne pas porter les masques? Ça servait à rien. Et puis qu'après on nous a dit qu'il faut les porter. Et que maintenant on nous dit que ceux qu'on porte ne sont pas protecteurs, qu'il faut en porter d'autres. Bon, on a quand même, sans être procureur, le droit de le rappeler. De la même manière, quand on souligne au début la pénurie de gel, de blouses, de lits, de tests, on n'est pas procureur en le disant, on est lucide. Et quand on fait remarquer que on n'a pas appliquer la fermeture des frontières tout de suite, qu'on a tardé, et même à l'intérieur de l'Union européenne que l'on a tardé, on n'est pas procureur, on est lucide. Bon, je veux dire que est-ce être un procureur que de dire pourquoi y a-t-il toutes ces difficultés d'acheminement, d'approvisionnement, de distribution des vaccins? Non. D'après le Canard enchaîné, il y a 1,1 million de doses qui, au 15 janvier, étaient encore dans les frigos. Bon, 90% des centres ne proposent plus de rendez-vous. Et il y a, dans 58 départements, une attente de 31 jours avant de pouvoir se faire vacciner. Bon, enfin, c'est pas être procureur que de le dire. Non, mais en réalité, Monsieur Macron, parce qu'on est poli, ce qu'il veut, c'est changer de peuple. Oui. Bon, alors on a un Parlement où on vote la prolongation de l'état d'urgence sanitaire avec 150 ou 170 députés présents, et on a un président qui supporte pas la moindre critique. En réalité, il nous dit, il pourrait employer un langage moins pompeux, moins philosophico, je sais pas quoi. Hein, il pourrait nous dire fermez-la. Il pourrait nous dire fermez-la, ce serait plus clair, quoi. Alors c'est fermez-la, mais voilà, philosophico-jargonneux. J'ai trouvé l'expression. C'est effectivement c'est fermez-la, mais c'est aussi enfermez-vous. Parce que c'est ça le mot d'ordre aujourd'hui, c'est fermez-la, enfermez-vous, enfermez-vous, fermez-la. Ouais. Donc effectivement, a priori, pour l'instant rien n'est officiel, mais a priori à partir de la semaine prochaine, on va quand même sur un reconfinement. On en parle de plus en plus avec ces nouveaux variants, le variant anglais, le variant sud-africain qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Il faut plus. C'est une recommandation qui nous a été faite. Parler
de variant anglais ou de variant sud-africain. C'est, nous a-t-on dit, discriminant à l'égard de l'Angleterre et à l'égard de l'Afrique du Sud. Maintenant, il faut dire les variants VOC, 20 12 bar 01 et 50 1 Y V2. V2, oui. Ça rappelle les heures sombres. Hein. Bon. Oui. Mais donc à partir de maintenant, on ne dit plus variant anglais ou variant sud-africain, mais attention, 007, c'est pas un variant. Hein. C'est pas un variant. Non, faut pas se tromper. Hein. Et quand vous entendez le code du variant, c'est pas un numéro de téléphone non plus, parce que si vous l'utilisez pour avoir un centre de dépistage ou un centre de vaccination, on peut pas avoir un rendez-vous avec. Non, de toute manière, même si vous avez la ligne téléphonique, vous n'aurez pas de rendez-vous. Mais vous n'aurez probablement pas la ligne téléphonique, sauf si vous pouvez patienter 2-3 heures à peu près, ou 1 ou 2 heures, et encore, d'après ce qu'on a pu entendre, c'est pas toujours évident. Bon, mais écoutez, je m'excuse. Et alors, il faut quand même préciser que, à propos de ces variants, il y a quand même, d'après ce que dit M. Véran, 200 à 300 cas par jour. Donc, les mutants agissent. Hein. Faut pas le prendre en rigolant. Faut aussi se dire que bon, il y a des variants qui sont maintenant sur le territoire. D'accord. Mais du coup, justement, est-ce que finalement, ce reconfinement, vous êtes pour, vous êtes favorable, vous y opposez? Est-ce que c'est tardif? Est-ce qu'on peut le faire plus tôt? Alors là, c'est toujours pareil. C'est une affaire de confiance dans la parole publique, de crédibilité. Ce dont nous souffrons aujourd'hui dans l'application des mesures, c'est que d'abord il y a eu un manque de pédagogie, ensuite il y a eu un manque de franchise, et enfin il y a eu des mensonges. Alors tout ça crée une incertitude angoissante. Si on était adossé à une parole publique forte, on se dirait, ils savent de quoi ils parlent, et on accepterait les mesures. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit l'interdiction des sports d'hiver, l'interdiction des réunions dans les restaurants, et qu'on voit le métro ou les trains, on a du mal à comprendre. Voilà. Bon. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Bon, on aurait pu, à mon avis, adopter des mesures des mesures barrières plus contraignantes peut-être pour que les commerces continuent à fonctionner. Je pense au restaurant, je pense à la culture. Bon. Mais s'il est vrai que ce variant agit, qu'il y a un risque de propagation. Si c'est vrai, encore une fois, toujours pareil, là, le confinement va s'imposer, bien évidemment. Bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas comme en Allemagne, où ils envisagent, en Allemagne, de mettre dans des camps les transgresseurs de la quarantaine. J'espère qu'on va pas en arriver là, parce que ça devient vraiment, alors là, c'est un super confinement. Tout à fait liberticide. Hein. Oui, alors on espère. Comme vous dites, on espère qu'on n'en arrivera pas là. On peut quand même avoir quelques craintes en France, parce que bon, comme vous dites, fermez-la et enfermez-vous. On parle désormais d'un certain nombre de mesures qui vont restreindre un peu nos libertés. On parle de l'utilisation de QR codes pour accéder à certains lieux. On entend de plus en plus parler de passeport vaccinal. Est-ce que ça vous inquiète tout ça? Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il ne faudrait pas que cette pandémie serve de prétexte à un assassinat progressif des libertés. Il ne faudrait pas que cette pandémie soit l'occasion pour un pouvoir qui traite de procureurs celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, de renforcer sa mainmise, de renforcer l'étau sur les libertés. La pandémie prétexte, ça me fait peur. Vis-à-vis des mesures dont vous parlez, l'acceptation ne peut procéder que de la confiance. Or, la confiance, elle n'y est pas. Donc, ce n'est peut-être qu'avec une extrême prudence, comme si on craignait que ce qui est une solution soit un piège, qu'on peut accepter ce passeport et ces mesures. Si j'avais une confiance absolue dans la parole gouvernementale, si j'avais une confiance absolue dans la parole scientifique
qui est quand même, on le voit sur les plateaux de télévision, très contradictoire. Et ça contribue aussi à nous inquiéter, à nous angoisser. J'adhérerais, moi je suis comme vous, comme tout le monde. Bon, si on peut se protéger en adoptant des mesures efficaces de protection, on est pour. Je veux dire que moi j'ai des amis qui refusent de mettre le masque, je les comprends pas. Au nom de la liberté, j'ai un ami qui me dit qu'il ne veut pas porter le masque. Je lui dis mais moi je te verrai pas. Je sais pas si ça sert à quelque chose ou pas, mais par précaution, je te demande de le mettre. Bon, oui, voilà. Il vaut mieux être prudent. Voilà, il vaut mieux être prudent, mais on le fait en se disant peut-être qu'ils nous prennent pour des cons, voilà. C'est ça qui est préoccupant. Donc il faut absolument que la parole publique, que la parole d'État, que la parole scientifique nous donne un gage de crédibilité, de confiance. C'est ce dont on a besoin pour adhérer aux mesures. Sinon, ça va être la cacophonie. Mais je crois qu'effectivement, c'est vraiment une question de confiance. Je crois vraiment. On va changer de sujet. 28 maires et présidents de collectivités ont lancé cette semaine un appel pour soutenir SOS Méditerranée, donc cette association qui vient en aide aux migrants en Méditerranée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet appel? Dans la situation où on est, alors qu'on est en train de dire qu'il faut fermer les frontières, lancer un appel pour faire entrer des bateaux de migrants. C'est vrai que c'est un peu contradictoire. C'est complètement aberrant, quoi. Et je mets en parallèle cette démarche de ces maires de gauche, il faut bien le dire, y compris la présidente de la région Occitanie, la baronne Delga, qui n'en rate jamais une, avec ce qu'a dit le ministre des Comptes Publics, sauf erreur de ma part, à savoir que le quoi qu'il en coûte, ça va être terminé. Alors, effectivement, c'est ce qu'Olivier Dussault a voilà. Alors, le quoi qu'il en coûte, ça va être terminé pour les aides, ça va être terminé pour les soutiens, mais ça va continuer pour les bateaux de migrants? Non. Là, je trouve ça insupportable. Je trouve ça même, quelque part, de la part de ces maires, comme une attitude tout à fait irresponsable et qui ne tient aucun compte de la réelle misère de tout un pays. C'est vrai que dire qu'il faut en accueillir, les recevoir de plus en plus, à un moment où justement on nous dit également qu'il faut restreindre les budgets, on a un peu du mal à comprendre. Je vais vous donner quelques chiffres. La Cour des comptes a chiffré le coût de l'immigration à 6,6 milliards d'euros en 2019. C'est en progression continuelle. Oui, alors justement, c'est une augmentation d'environ 48% par rapport à 2012. Et c'est une augmentation qui s'explique notamment avec la croissance continue de la demande d'asile. Donc voilà, on en reçoit de plus en plus et le droit d'asile a été complètement perverti, détourné. Il ne correspond plus à aucune réalité et c'est dommage parce qu'il n'y a rien de plus beau que le droit d'asile qui trouve du reste son fondement dans le christianisme. Rappelez-vous cet extraordinaire passage de Notre-Dame de Paris, où la foule crie asile, asile, voilà. C'était les églises qui étaient des lieux d'asile. On a perverti complètement ce droit d'asile. On va passer donc à la question européenne, mais on reste toujours. Mais c'est en lien, parce que on en reste un petit peu au sujet. Il y a une évolution au niveau de l'Europe, au niveau des frontières de l'Europe. Alors, ce qu'on demandait est appliqué maintenant. Il va y avoir des contrôles à l'intérieur des frontières de l'Union européenne, mais il n'empêche que pendant ce temps, ce qu'on appelle l'idéologie immigrationniste continue à galoper. Mais là, quand même, on a un élément. Je veux dire, vous avez réclamé, vous le dites régulièrement, depuis plusieurs mois, le Rassemblement national réclame la fermeture des frontières. Là, vous l'obtenez. Donc, idéologiquement, pour, on va dire, mais moi, je veux pas en faire immigrationniste, c'est quand même une défaite. Non, mais moi, je refuse. Alors vraiment, je refuse de mettre la question des frontières virales avec la question des frontières migratoires. Pour moi, ça n'a rien à voir. Et je ne veux pas en faire une question d'idéologie. Je m'y refuse. Je laisse ça à ceux qui considèrent que la frontière est un fait idéologique. Pour moi, il s'agit de se protéger principalement là de la contamination virale. Donc je me refuse à faire un lien entre les deux. Mais en revanche, ce qui est vrai,
c'est que l'Union européenne, dans la tête de ses juges, est de plus en plus immigrationniste. Je vais vous donner un exemple très évident. Bon, en France, des juges ont refusé l'expulsion d'un migrant parce qu'il avait de l'asthme. Oui, de l'asthme. Et que dans le pays où il allait, il n'aurait pas pu être soigné convenablement pour son asthme. Et les juges européens disent qu'il faut maintenant, pour qu'on puisse expulser, que l'expulsé trouve dans le pays où il va un traitement équivalent à celui qu'il aurait dans le pays d'origine. D'où il vient, le pays d'où il vient. Ça peut compliquer un peu les choses, non? Ça veut dire qu'on justement, s'ils quittent leur pays, c'est la plupart du temps. Ça veut dire qu'on ne pourra plus expulser personne, quoi. Oui. Voilà. Je crois que, alors, cette décision est passée complètement inaperçue, mais elle est quand même d'une importance sur laquelle on devrait réfléchir. Mais de toute façon, l'expulsion, je pense, en France déjà, était rendue très compliquée. On a vu ces derniers jours des cas de migrants qui refusaient le test PCR avant d'être expulsés. Et du coup, oui, qui de colère mettaient le feu du restaurant. Oui, voilà. Du coup, on mis le feu à leur centre. Donc, voilà. Écoutez, je vous remercie. Mais alors, on va voir. Alors, j'espère qu'on va pas se retrouver la semaine prochaine en étant confinés. Hein. Enfin, on verra bien. Hein. Peut-être qu'on fera le prochain quelle semaine via Skype. Hein. Ah non, non. Pourquoi? Ah, parce que j'espère qu'ils vont quand même nous laisser 15 jours. Ah, bon. On espère. On croise espère. les doigts. Allez, bon courage. Hein. Et à la semaine prochaine.